Il y a fort longtemps, près de 200 ans, un céramiste fassi du nom de Haj Abdeslam Gassi vient à Safi pour y régler une affaire d'héritage. Sans doute séduit par l'argile rouge de Safi, fasciné par sa malléabilité et conscient des possibilités qu'elle pouvait offrir, il décida de s'installer à Safi, drainant ainsi plusieurs autres artisans potiers. Ces maîtres céramistes allaient donner à la poterie de Safi ses premières lettres de noblesse, grâce à leur technique d'émaillage et à leur application de la polychromie dans la décoration. Cette prospérité allait durer un siècle. Par la suite, la poterie de Safi allait connaître une longue période de stagnation. Après cette période d'éclipse, la céramique safiote connut un nouvel essor vers 1918, sous l'impulsion du grand artisan Maître L'Amali. Ce dernier, formé à l'École nationale de Sèvres, a rehaussé l'éclat de ses céramiques en les décorant de reflets métalliques grâce aux couleurs à base de métaux précieux. La poterie, qui était jusque-là limitée à la fabrication d'objets utilitaires, engendra un nouveau créneau, les objets d'art. Avant que la mode d'argile n'arrive sur le tour de l'artisan potier, il faut qu'elle subisse une longue et méticuleuse préparation. La ville de Safi est riche en carrières d'une argile rouge, contenant de l'oxyde de fer, ce qui lui confère son élasticité. Les pierres d'argile sont concassées, puis elles sont ramollies dans de l'eau pendant 24 heures. L'artisan sort cette pâte détrempée des bassins d'eau pour l'offrir à l'air et aux rayons du soleil. Depuis l'implantation des comptoirs phéniciens au Maroc dans l'Antiquité, la poterie était fabriquée aussi bien dans les villes qu'à la campagne. Des ateliers comportant d'anciens tours existent encore sur la colline des Potiers, à Safi. Cependant, les chroniques nous apprennent que l'art de la céramique, hérité de l'Espagne musulmane, était pratiqué au Maroc au XIe siècle. À l'époque almohade, XIIe siècle, 180 ateliers de potiers et de céramistes fonctionnaient à Fès. Fès, berceau des arts traditionnels, fleuron de la civilisation marocaine. Ainsi, se sont réalisés au fil des siècles plusieurs articles de céramique, merveilles d'équilibre, de pureté et d'harmonie, dont certains spécimens sont conservés dans les musées ou par quelques collectionneurs chanceux. Commence alors une longue danse initiatique. Il foule de ses pieds la glaise molle pour la débarrasser de ses grumeaux et en chasser les bulles d'air.
Après un repos d'un mois, pendant lequel l'argile subit une légère fermentation, elle est découpée en grosses mottes. L'artisan va maintenant pétrir, longuement et vigoureusement, cette pâte grasse et maniable à souhait. Il la travaille, la malaxe, pour lui donner la souplesse, l'homogénéité et l'élasticité nécessaires au travail du tour. Dans le livre sacré, le Coran, il est dit « Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors, prosternés devant lui. » Surat al-Hijr, versets 28 et 29. Enfin, la pâte est façonnée en gros pain brun. Une fois prête, il l'attend au malm. Maître Salrini est l'héritier d'une lignée de potiers depuis 7 générations. Son arrière-grand-père est venu s'installer à Safi avec d'autres artisans venus de Fès en 1865. Le jeune Ahmed Salrini décida, alors qu'il était encore étudiant, de reprendre le flambeau pour perpétuer la tradition familiale. Il se souvient. J'ai décidé d'abandonner mes études à l'âge de 17 ans pour me consacrer uniquement à la poterie, malgré l'opposition de mon père. Ma fascination pour ce monde merveilleux de l'artisanat haut en couleurs et pour la noblesse des matériaux a fini par l'emporter sur l'influence que mon père ne cessait d'exercer sur moi pour me décourager. Après un long apprentissage qui lui permet d'acquérir l'expérience et la maîtrise dans le domaine de la poterie et de la céramique, Maître Salrini a pu accéder au titre d'artisan à part entière. À la suite de nombreuses expositions à l'étranger, Maître Salrini réalise qu'il doit faire sortir l'art de la céramique du travail de l'objet en série, pour le faire accéder à la création artistique. Cette évolution ne peut s'opérer que par la recherche de nouveaux styles et par la réalisation de pièces uniques ou d'objets d'art.
Le potier s'installe dans la fosse. Ses pieds actionnent les pédales. Il fait corps avec le tour. La seconde phase du travail est faite avec tendresse et amour. Il a des gestes de respect envers l'argile qui place sur le tour. Ses mains caressent la matière souple et douce. La terre est sacrée. N'est-elle pas à l'origine de la vie? Sur le tour, la forme s'allonge, se transforme. Avec la caresse de ses doigts, l'artisan façonne l'encolure. Il asperge d'eau l'œuvre, la lisse à la main. Le contour de l'objet se dessine, se matérialise. Avec un doigté précis et habile, il retire l'excédent de terre. Il forme le col, il sculpte des stries. Avec une raclette de roseau, il égalise les aspérités. Emporté par le mouvement giratoire et vibratoire du tour, le maître communique avec la matière, communie avec la glaise. Il lui insuffle la vie. L'objet modelé grandit devant ses yeux. Il embellit, il mûrit. Il concrétise son idée. Il cristallise son rêve. Bon, mes parents, mes ancêtres, ils ont fait leur art, ils ont fait leur création, ils ont fait leur technique. Et moi, je voulais un petit peu évoluer la poterie de Safi, mais toujours en gardant les styles traditionnels, c'est-à-dire de ne pas sortir de ces traditions. Comme on disait le proverbe, quand on change de ces traditions, on devient bâtard. Alors moi, je voulais garder un petit peu, mais évoluer la tradition. C'est-à-dire, nous avons fait des jolies formes, parce que les formes marocaines, ou bien les formes de Safi, c'est des formes qui sont très pures, très fines, très belles, vraiment très harmonieuses. Quand on voit la forme elle-même, vraiment à la création, quand on crée sur un tour, tu vois la forme, elle est d'une pureté, elle a un âme. Alors là, j'avais ce sentiment envers ces poteries-là. L'artiste a-t-il réalisé son désir le plus secret, son rêve le plus fou, la perfection faite objet? Le maître est souvent insatisfait. Son ambition se réalisera-t-elle un jour? Pourra-t-il créer la pièce rare, une pièce qui serait d'une beauté incomparable pour la forme, qui aurait une pureté inégalable dans le décor et qui aurait une résonance cristalline? Je peux vous dire, il y a des fois, ça nous arrive, et ça c'est extraordinaire, c'est dans nos rêves, des silhouettes d'amphores qui viennent dans nos rêves, et je vous assure, à 4 heures du matin, on va les réaliser. Et en même temps, il y a des fois, on a l'idée, par exemple, une idée comme ça nous vient, on dit, ben, il faut faire une enfant comme ça, on a dans notre imagination. Mais il y a des fois, même quand on est sur un tour en train de créer, il y a des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Suivant des mouvements. Parce que suivant, quand tu changes un petit mouvement dans l'argile, la forme, elle change complètement. Le moindre mouvement, alors l'argile, il y a des fois, on arrive à obtenir des formes sensationnelles. Mais on a des fois, bon, on a l'idée de ce qu'on peut faire. Peut-être on fait un petit traçage.
On fait un petit osement et on peut faire l'amphore comme on veut. C'est-à-dire, nous avons la création et nous avons le travail qu'on peut faire. Par exemple, une forme qu'on peut la répéter avec la même dimension et en même temps, on peut. Et deuxièmement, il y a la sensation qu'on sent aussi. On avait parlé de la sensation. Il y a le contact avec l'argile. C'est une mère. La terre, c'est notre mère, si vous voulez. Alors, comment on contacte la mer? On est sensible devant cette argile, devant cette mer, si vous voulez. Alors, la sensation est fabuleuse, et sidérée. Et vraiment, on est émouvant, si vous voulez. Mais, et en même temps, c'est le grand plaisir de soi-même, quand on crée la pièce. On est vraiment heureux par exemple, quand tu montes ta pièce, tu la façonnes comme tu veux, tu la coupes, tu la déposes, et tu vas un peu plus loin, et tu vois la pureté de la forme. Ça, c'est la sensation. Le génie, c'est sûr, naît des besoins quotidiens, dit le poète, l'Arbis Qalli. Qu'elle soit citadine ou rurale, les poteries étaient destinées à l'usage quotidien. Jarres pour la conservation des viandes séchées et des olives, cruches pour le transport de l'eau, coupes pour la disposition des fruits, plats pour la présentation des classiques de la cuisine marocaine. Les ateliers ont été installés hors de la ville pour limiter les risques d'incendie et les inconvénients de la fumée des fours. Après une semaine de séchage à l'air libre, les poteries sont maintenant prêtes à subir leur première cuisson. C'est dans un four alimenté au bois sec, à la température de 1000 degrés, véritable fournaise aux impressionnantes flammes, que vont se consolider les poteries. C'est de cette combinaison de simples éléments, l'argile, l'eau et le feu, que va naître la poterie. Après cette première cuisson, qui donne le biscuit, les objets peuvent recevoir une glaçure. Ils sont trempés dans l'émail, un vernis à base de silice, de kaolin et d'oxyde de plomb. Un deuxième passage au feu à 950 degrés est nécessaire pour rendre l'émail transparent. Levé, dans une précision incisive du trait, l'artiste trace les dessins qui l'Antiquité, les potiers ont créé un objet qui allait se révéler très utile dans le transport de divers produits. C'est l'amphore. Dans les épaves des bateaux, on a pu découvrir des amphores qui renfermaient encore leurs trésors, des fruits secs, des huîtres conservées dans du sel, des huiles aromatiques. Les amphores, utilisés déjà par les Égyptiens vers 2500 ans avant Jésus-Christ, connurent un grand essor chez les Grecs, qui maîtrisaient déjà l'émaillage des poteries. Ces amphores, qui représentent des scènes mythologiques, étaient recouvertes d'un engobe noir ou d'une glaçure plus claire sur laquelle se détachent des silhouettes brunes. Ce sont les Chinois qui allaient innover dans ce domaine et surpasser le reste du monde. Leur production fascina d'emblée. C'est une terre très cuite, blanche comme la neige, sonore comme le jade. Alors, je voulais les mettre en valeur, ces pièces-là. On a essayé, pour les mettre en valeur, on a essayé des couleurs de valeur. Comme on trouve, il y a certaines couleurs internationales, par exemple, comme les reflets métalliques. Les reflets métalliques, c'est les Arabes, c'est l'art islamique qui les a créés vers le XIe et le Xe siècle. Alors moi, j'ai essayé de reprendre ces reflets métalliques.
Parce que ça, c'est à base de l'or, à base de platine, à base du cuivre, alors tout ça, du bronze. Alors tout ça, ce sont des mélanges, ou bien par des métaux précieux, ou bien par des oxydes. Et on fait des mélanges et on retire des couleurs qui sont fabuleuses. Il puise parmi le riche patrimoine de l'ornementation de l'art islamique les motifs floraux, tawriq, géométriques, taster ou calligraphiques. Les couleurs sont élaborées à base d'oxyde. Ainsi, le vert est obtenu avec de l'oxyde de cuivre, le blanc avec l'oxyde d'étain et le bleu avec l'oxyde de cobalt. C'est le fameux bleu de Safi, un bleu sombre au reflet de moire. Pour faire tenir ces couleurs au feu, le maître leur ajoute de la colle végétale. Un second émaillage et un deuxième passage au four assurent une transparence au vernis. Là, il y a l'art du feu aussi. Alors l'art du feu, il faut savoir obtenir l'oxydation voulue de la pièce. En dernier lieu, le maître, pour apporter une touche somptueuse à son œuvre, lui donne des reflets métalliques par l'adjonction de métaux précieux, or, platine et argent. L'artiste ajoute au vert et au bleu une irisation de poudre d'or pour diaprer l'objet de reflets chatoyants à la lumière. L'art du potier consiste à trouver la couleur la plus belle, dit Maître Salrini. Je me suis intéressé dans cette matière-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une recherche qui est extraordinaire dans les oxydations. Alors normalement, dans la température, à chaque température, il y a le reflet qui s'oxyde, qui donne sa couleur. Mais là, il faut lui trouver la couleur, la plus belle couleur, la couleur vraiment attirante, la couleur vivante, la couleur qui, on la voit, on le sent, il y a un sentiment envers cette couleur-là. Et c'est ça l'art de la poterie. Un dernier passage au feu de 700 à 800 degrés permet de fixer les dorures sans en altérer les nuances. J'ai pétri de la boue et j'en ai fait de l'or, dit le poète. Baudelaire. Une poterie de qualité, c'est une poterie d'abord par sa couleur, par sa forme, par son embellissement et par sa résonance. Par exemple, là j'ai un plat qui était fait par mon arrière-grand-père. C'est un plat qui est fabuleux. Quand on voit son oxydation, ses couleurs, mais c'est une merveille. Et là, vous voyez, quand on... Alors là, il y a la résonance, comme je vous ai dit. Un plat qui a plus d'un siècle et qui tient à une résonance fabuleuse. À l'harmonie de la forme doit répondre celle de la couleur pour la compléter, la parfaire. Ainsi, l'accord des couleurs doit être toujours scrupuleusement respecté. Le bleu est associé au noir, le jaune lui est ponctué de marron.
La palette des objets finis a des tons incomparables. Des blancs laiteux et opalescents, des bleus clairs ou profonds à l'aspect mordoré, des jaunes à l'éclat d'or. Si la couleur verte qui évoque le jade est la couleur préférée en Chine, le bleu clair, teinte des lapis-lazuli, est très prisé au Moyen-Orient. Le bleu nuit, bleu de cobalt, est devenu la couleur symbole de la céramique de Safi. Maître Salrini précise, dans les expositions, nous présentons toujours des objets comportant de la calligraphie. C'est la reconnaissance de notre appartenance au monde islamique. C'est la plus belle signature de nos œuvres.